Alors, si vous acceptez, eh ben, la vidéo sera enregistrée. Elle ne sera pas publiée, officiellement, mais par contre, elle peut être diffusée aux personnes présentes, au groupe, des personnes présentes ou éventuellement à un groupe, qui, serait accompagné au passage. Voilà, de manière, confidentielle. Si vous voulez pas être vu, vous, fermez, votre vidéo. Alors pour ma part, c'est Mika Sen. Donc je suis un des initiateurs de l'association Les Passages, qui a pour vocation de contribuer à la contagion joyeuse de la culture coopérative du vivant. Voilà. Et donc, on anime, des accompagnements, sur la création de coopératives et voilà et en plus, ben voilà, on fait, sur les mécaniques juridiques et financiers et donc en plus de ces accompagnements qui se font, soit par Zoom, soit en présentiel, soit individuellement, soit avec un groupe de plusieurs groupes, voilà, qui permet de créer du lien. On fait des apéros Zoom, voilà, le vendredi avec certains thèmes et voilà un thème aujourd'hui sur, la recherche et comment, trouver des investisseurs solidaires. Alors, ça peut paraître utopique de, se dire, il y a des gens qui sont prêts à mettre de l'argent dans un projet dans lequel ils, ne vont pas habiter, hein. Parce que souvent, on parle, d'habitat participatif. Heu et pourtant, le voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut constater et l'expérience, que je peux vous témoigner, notamment par le premier groupe que j'ai accompagné, heu, en 2011, qui avait un projet, de 4 millions d'euros en gros et il manquait 1,5 million et il n'arrivait pas à trouver de banque qui suive et du coup, je leur ai dit: «Beh, pourquoi, vous trouvez pas des prêteurs solidaires?» À l'époque, on était là-dedans et ils m'ont dit: «Mais c'est pas possible quoi, déjà nous, on a du mal à mettre des sous, mais en plus si, il faut que, aller chercher des gens, pour trouver, du financement, quel intérêt ils peuvent avoir?» D'autant qu'à l'époque, ben, on avait dit, on ça sera une option, les intérêts ou, l'indexation et ils avaient du mal à y croire et puis on a fait un week-end, parce qu'ils m'ont dit: «Beh, comment on fait?» Puis je leur ai dit: voilà, on fait un beau projet, on le vit avec joie et on communique tout cela et la loi d'attraction fera qu'on amènera à nous ce qu'il nous faut». Alors bon, ça, c'est peut-être des croyances un peu fumeuses. Alors qu'on est dans ce qui nous paraît être du super concret, c'est-à-dire des chiffres, sur un compte en banque, sur un ordinateur, hein, voilà. Et alors on est parti aux journées écologiques de Die et on a fait, 3 ou 4 ateliers sur 2 jours et au terme de ces 2 jours-là, ils avaient récolté 200 000 € de prêteurs solidaires et en guère, plus d'1 an, ils ont réussi à collecter pratiquement 1,5 million. Voilà, il y en a qui sont arrivés un peu après, il y en a qui sont partis, il y en a qui sont revenus, ou de nouveaux qui sont revenus. Mais voilà, cette expérience que je peux vous partager, c'est qu'ils ont trouvé, 1,5 million en un peu plus d'1 an.
Et sur la base de cette expérience, depuis, il y a eu, quelques dizaines de groupes qui se sont montés et qui ont trouvé, régulièrement, je dirais entre 100 et 400 000 €. Voilà, parce que les projets, étaient de cette dimension-là. Et puis à l'époque, Ecoravi était, quelque chose d'assez nouveau et du coup, il y avait, moins de projets, je dirais, pour beaucoup de contributeurs. Aujourd'hui, c'est peut-être un peu plus diversifié. Mais en tout cas, voilà, sans vous faire rêver, entre 100 et 400 000 €, beaucoup de groupes y sont arrivés, en l'espace de quelques mois. Voilà. Hem, donc je vais vous partager cette expérience-là pour que vous puissiez l'adapter à votre projet et voir si vous trouvez des prêteurs solidaires. Ce qui n'empêche pas que c'est qu'une des formes de financement, hein. La première forme de financement, c'est les habitants. Une deuxième forme de financement, c'est d'avoir recours aux prêts bancaires. Et j'ai fait une vidéo il y a de ça, au mois de janvier, je vais dire, parce que je ne me souviens plus exactement quand est-ce que c'est. Et pour dire qu'aujourd'hui, c'est très intéressant de faire un prêt bancaire, hein, parce que le taux est négatif aujourd'hui. Quand on fait, au taux d'intérêt de la banque la soustraction avec le taux d'inflation, et vu que le taux d'inflation actuellement s'envole, chaque, mois l'INSEE rajoute, quelques dixièmes à l'inflation prévue et aujourd'hui ils en sont à 3,5 alors qu'on peut emprunter à 1,5. Donc on est à un taux négatif de 2. Donc voilà, la banque est quelque chose qui peut être intéressant et en plus je dirais c'est presque un acte militant parce que, plutôt que de les laisser jouer avec de l'argent, des enveloppes de crédit qu'ils ont à disposition pour, faire différentes choses, et là, vous les incitez à investir dans quelque chose qui a du sens, quelque chose qui va, dans un sens plus humain, plus écologique. Donc vous réaffectez des ressources, au bon endroit, je dirais. Donc il y a vraiment un acte militant pour faire, la banque. Et puis, le troisième élément, hein, ça peut être, de trouver des contributeurs solitaires. Alors pour les trouver, il faut avant, c'est d'avoir un beau projet. Un beau projet, c'est pas simplement une acquisition immobilière. Un projet, c'est qu'est-ce qui va s'y vivre sur le lieu? Parce qu'eux ne vont pas y habiter, donc c'est pas l'habitation qui est important, c'est qu'est-ce qui va s'y faire en termes d'activité, en termes d'hébergement, qui va, heu, habiter? Est-ce que, il y a un sens, qui peut être, donné? Heu, est-ce que, hem, voilà, il faut qu'ils y trouvent, qu'ils s'y projettent. Voilà, c'est un lieu où ils peuvent y passer et avoir le plaisir de voir, peut-être de l'art, peut-être de la permaculture, peut-être des stages ou peut-être juste de l'humanité, une solidarité. Voilà, de donner du sens à leur argent, hein. S'ils l'utilisent pas à en faire quelque chose, c'est parce qu'ils sentent que en contribuant à ce projet, ça permet qu'ils accomplissent quelque chose, qu'ils fassent quelque chose. Il faut pouvoir, qu'ils puissent raconter une histoire autour d'eux, voilà, et que d'avoir contribué à cette histoire les mette en valeur, je dirais. Hem, où ils puissent se dire: «Bah, tiens, d'aller vivre un week-end,
une semaine dans ce lieu dont j'ai contribué au financement, m'enrichit davantage dans ma personne que si j'avais laissé à la banque. Et effectivement, les 10 dernières années que nous avons, traversées, bien souvent, heu, l'intérêt économique de laisser son argent en disponibilité à la banque rapportait très peu et rapporte toujours très peu. Mais 100 000 € à la caisse d'épargne, à la fin de l'année, vous avez 500 €. Je pense que quelle est la valeur de vivre une belle expérience humaine pendant un, 2 ou 3 week-ends, dans un écolieu? C'est certainement beaucoup plus riche, surtout pour quelqu'un qui a 100 000 €. Quelqu'un qui a 100 000 €, heu, il peut s'offrir beaucoup de choses, mais ce qu'il ne peut pas s'offrir, c'est du lien humain, de la relation humaine. Donc voilà, ce que vous avez à offrir, c'est pas un rendement financier, c'est un rendement humain, un rendement de vie. Voilà, un retour sur investissement, personnel. Voilà, pas, d'avoir 500 € de plus quand on en a 100 000. Quel est l'intérêt? Aucun quasiment. Par contre, de voir des façons différentes de s'organiser, de faire les choses, là, ça a vraiment du sens. Il y a un autre aspect, heu, qui joue en votre faveur aussi, c'est que, on ne peut pas dire quand est-ce qu'il y aura une crise financière, mais on peut être sûr qu'il y aura une crise financière. En 2008, on est passé au bord, le système financier est passé au bord de la correctionnelle. Ça a coûté quand même, ça a eu la peau de plusieurs banques et quelques-unes qui étaient, très conséquentes aux États-Unis. Hem, donc voilà, il ne faut pas croire que le système financier a une pérennité éternelle, hein. Rien n'est permanent et le système financier encore moins, surtout quand il est basé sur, un imaginaire qui ne correspond plus à la réalité. Et depuis 2008, toutes les banques centrales ont émis énormément d'argent qui ne correspondait pas du tout à la réalité économique. Donc on peut véritablement, prédire une prochaine crise financière, même si je dirais comme Haroun Taziev, je ne sais pas si ça sera demain, dans un mois, dans un an ou plus loin. Mais on n'a jamais été aussi proche, voilà. Et les États le savent tellement qu'ils ont pris une loi au niveau européen et au niveau de chaque État, disant que tout ce qui dépasse 100 000 € sur les comptes bancaires peuvent être absorbés par la banque et même 70 000 € sur, les contrats d'assurance vie. Et donc il n'est pas irrationnel pour une personne que de mettre de l'argent dans un projet concret, un projet qui a du sens, un projet qui perdra pas de valeur même s'il y a une crise financière, même s'il y a une crise de l'euro. Parce que quelqu'un qui a de l'argent et qui le place, c'est un compromis entre la sécurité de cet argent et le rendement. Si on veut avoir le meilleur rendement du monde, on mise sur un chiffre au loto ou à la roulette et en l'espace de quelques secondes, on peut avoir multiplié par 2 ou voire par, je ne sais pas combien ça rapporte sur un chiffre à la roulette, mais par 30 peut-être, en quelques secondes. Sauf qu'il y a une volatilité très forte aussi. Je peux tout perdre dans le même espace-temps. Voilà. Donc rendement très fort, généralement, correspond à une volatilité forte. Ici, quand on place dans l'immobilier d'une manière générale, mais dans un écolieu encore plus, il y a une valeur qui est garantie.
Le risque est plutôt, est-ce qu'il faut que j'attende beaucoup pour qu'on me rembourse? Mais la certitude de ne pas perdre mon argent et de rembourser, elle existe du fait que c'est lié à un bien immobilier. Ce bien immobilier est non seulement entretenu, mais développé. Il est embelli en permanence par ses occupants. Et la disponibilité pour le retirer, ça, on le crée par le fonds de ressources, le fonds de réserve ou le fonds de ressources que l'écolieu va créer et que j'ai développé aussi sur une précédente vidéo au mois de janvier. Ce qui est important de comprendre, c'est que véritablement, voilà, vous offrez une diversité pour des personnes qui ont un certain patrimoine et qui vont apprécier de laisser certainement, de continuer à avoir un peu de liquidité sur leur compte bancaire, mais il y a une partie dont ils n'ont pas véritablement un besoin immédiat et qui peuvent mettre à disposition pendant un certain temps. Voilà. Il y a un autre élément qui joue dans l'imaginaire des personnes, c'est de se dire, et avec le confinement, ça s'est renforcé, de dire s'il n'y a plus une crise financière, mais une crise sociétale. Et on l'a vu pendant le confinement, quoi. Je veux dire, il fallait mieux disposer d'une petite maison au fin fond de la France que d'un bel appartement à Paris, où on ne pouvait pas en sortir. Et peut-être que les Parisiens, avec les convois de la liberté, vont voir leur dépendance alimentaire et de comprendre que peut-être que c'est d'être à Paris, il y a beaucoup de choses, mais la résilience est peut-être faible. Voilà. Et donc, des personnes qui ne peuvent pas sortir des centres urbains par leur métier, par leur famille, par différentes choses, c'est un moyen de dire je m'implique dans un lieu où je pourrais y retrouver refuge en cas d'effondrement de la société. Voilà. C'est tous ces imaginaires-là qui viennent s'activer pour les personnes qui souhaitent mettre leur argent. De l'autre côté, qu'est-ce que vous avez à leur offrir? C'est un beau lieu qui a de la cohérence, où ils ont envie d'y venir, où ils ont envie d'en parler. Voilà, ça c'est important. Deuxième chose, c'est la joie que vous avez d'en parler, parce que ça sera la même joie qu'eux vont avoir d'en parler s'ils s'investissent, qu'ils participent dedans. Hein. Et puis, on n'a pas envie de contribuer à un lieu où les gens se disputent. Voilà, on a plutôt envie de contribuer à un lieu où il y a de la joie et où si j'y vais, je vais prendre de l'énergie. Je ne vais pas prendre de la finance, je vais prendre de l'énergie. Voilà. J'ai envie de faire une petite pause pour vous laisser un peu la parole si vous avez des questions sur déjà cette première partie que je vous ai transmise. Oui, Denis? Oui, l'idée d'offrir un refuge en cas de crise sociétale à la fois me fait réagir positivement d'un côté, et d'un autre côté, je me dis, oui, mais il n'y aura pas de la place pour tout le monde. S'il y a une crise sociétale et qu'on a 20 contributeurs solidaires, on ne pourra pas tous les loger. Donc, c'est pas une vraie... Enfin, on ne peut pas leur promettre ça. Ah, mais ils ne le demandent pas, c'est juste d'avoir cette sécurité dans l'esprit déjà. Hein, ce qu'il faut bien voir, c'est ils vont pas l'évoquer et il ne faut pas vous jouer sur cette corde parce que vous jouez sur la peur et c'est pas bon. Mais il faut savoir que c'est dans leur tête, même des fois de manière inconsciente. Hein, voilà, c'est non exprimé et parfois même de manière inconsciente. Mais ça y contribue. Voilà. Et Okay. le fait que vous soyez plus proche de l'autonomie alimentaire, de l'autonomie énergétique, il y a quelque chose qui s'ouvre en eux. Hein, voilà.
Deuxième chose, quand on sera aujourd'hui, ben, souvent, les projets, en tout cas, qui sont en milieu rural, hein, possèdent du terrain. Pas constructible, c'est vrai. Mais en cas de crise sociétale, il n'y aura plus de questions de PLU, de poste, de toute autre chose. Hein. Vous pourrez rapidement construire ce que vous voulez et je dirais, voilà, avec des matériaux en bois ou autres, de pouvoir créer de nouveaux logements. Voilà. Merci. Oui, Donc, oui, c'est un autre contexte. Ça sera un autre contexte. un autre contexte. Et puis, ben, la chambre d'amis, ben, là, elle deviendra pour héberger véritablement quelqu'un. Voilà. On trouvera de la place. C'est le sens de la solidarité, je pense, qui va se faire. Et parce qu'on a besoin de nouvelles énergies. Voilà. Si on doit vivre un peu plus replié sur nous-mêmes, il nous faut de nouvelles énergies. Hein, voilà, de physique, mental, voilà. Donc, tout est le bienvenu et vous trouverez des ressources. Et puis après, moi, je développe de plus en plus la notion d'écosystème. Vous ne devez pas, à mon avis, être une oasis dans le désert, mais vous devez fertiliser une résilience locale, parce qu'il n'y a que dans la solidarité que vous pourrez résister à des chocs, je dirais, quels qu'ils soient, énergétiques, alimentaires ou autres, d'être en autarcie, en survivaliste sur juste votre lieu, c'est pas possible. Je dirais, c'est difficilement possible matériellement, mais après, de toute façon, humainement, forcément, soit vous êtes en résilience locale avec toutes les personnes tout autour, mais vous ne pouvez pas, vous, être en abondance alimentaire et avoir des gens qui meurent de faim juste à la limite de votre propriété, quoi. Je veux dire, vous n'allez pas mettre des corridors, des fils barbelés pour empêcher les gens de rentrer. Donc, c'est collectivement que l'on va créer ça. Voilà. Donc, et pareil, ben, dans beaucoup de lieux, ils me disent: ah, mais on n'a plus de place sur notre lieu. Et vous n'avez plus de place pour habiter. Mais par contre, ben, les personnes qui sont intéressées par ce qui se passe sur votre lieu peuvent très bien louer un bien ou acheter un bien à proximité, agrandir votre écosystème et venir contribuer par leur énergie à faire des ateliers, des stages, de la permaculture, différentes choses. Voilà. On n'est pas qu'un lieu d'habitation, on est un lieu de vie. Voilà, en tout cas, c'est comme ça qu'au passage, on voit les écolieux. Hein, il y a des choses qui se passent. Ce n'est pas juste pour dormir, pour manger et dormir sur les lieux. Voilà, il se passe des choses. Et donc, du fait que ce soit plus que pour habiter, eh ben, on peut même ne plus y habiter et habiter à proximité. Ça ne nous empêche pas de contribuer à la réalisation de votre projet, hein, de la raison d'être de votre projet. Et la raison d'être de votre projet, ce n'est pas juste de vous loger, en principe. Voilà. Il y a quelques projets comme ça, surtout en milieu urbain, où c'était de faire face à la plus-value immobilière, à la difficulté de se loger ou autre, mais ce n'est pas suffisant, généralement. Merci, Denis, de cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a Valérie et Laurent qui sont arrivés entre-temps. Oui, Ok. bonjour. Si tu veux te présenter. Alors, Laurent, ben, Valérie n'est pas là, mais D'accord. l'intitulé est trompeur. Donc, ben, moi, j'ai rejoint le groupe de Costeco à Luchon. Donc, je fais partie de l'équipe, enfin, du moins, c'est dans les plans, quoi. Voilà. Et voilà, donc ben, je participe et je suis avec beaucoup d'intérêt les différents Zooms que je peux avoir à droite à gauche. Voilà. Super.
Donc après, il faut communiquer. Une fois que vous avez votre projet, que ce projet vous met en joie, il faut le communiquer. Et pour le communiquer, il y a besoin d'avoir une cohérence. C'est pourquoi vous demandez de l'argent? Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour le projet? C'est très important. Si c'est pour vous, les gens vont dire bon, bah, pourquoi on va t'aider, quoi? Voilà, qu'est-ce qui fait que il y a une solidarité? Si c'est pour le projet, c'est aussi pour eux, parce qu'ils ont envie de contribuer à ce projet. Et il faut qu'il y ait une cohérence là-dessus. Et c'est pour ça que l'on vous propose d'être en SAS coopérative, qui fait que le financement, il n'ira pas à une personne, mais il ira à un projet coopératif. Si vous êtes dans une SCI, l'argent qu'ils mettent, c'est pour que derrière, quand vous allez partir, ben, vous allez générer une plus-value peut-être. Voilà, ils vont aider à contribuer à créer une plus-value. Alors qu'un SAS coopérative, il n'y a pas ce risque-là, puisque chacun apporte une certaine somme qu'il met à disposition et repart avec cette même somme. Il n'y a pas d'enrichissement. Que dans une SCI, eh ben, rien ne vous empêche de vendre plus cher après vos parts. Et donc, la personne qui aura contribué financièrement, elle aura fait le don de ne pas prendre d'intérêt. Et en fait, ben, il y a quelqu'un 10 ans plus tard qui va revendre ses parts et qui va récupérer une plus-value. Et ça, c'est quelque chose qui se vend mal, je dirais, voilà, hein, n'est pas cohérent. Et donc ça, tout de suite, ça va être perçu. Hein. Donc voilà, c'est pour ça l'une des raisons de la création de coopératives, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est que on sait que c'est de manière désintéressée et que c'est vraiment pour le projet et non pas à titre égoïste que on va chercher de l'argent. Ça, c'est un élément important. Et bien évidemment, comment on communique? On communique, alors aujourd'hui, il y a les moyens informatiques sur les réseaux sociaux, hein, faire un site internet, bon, les choses comme ça. Mais là, vous allez générer du contact, vous n'allez pas réaliser de l'action. Ou il y a des groupes, hein, je ne sais pas si vous avez suivi l'aventure OneLab, mais en, je crois, 3-4 semaines, ils avaient 300 000 € de promesses de dons. Donc, et là, c'était du donné. Alors que ce que vous allez proposer en coopérative, c'est plutôt d'être un associé, un contributeur financier, c'est-à-dire un associé qui va mettre son argent, au lieu de le mettre en compte courant d'une banque, va le mettre en compte courant d'une coopérative dans laquelle il est associé, où il contribue au projet. Et il sait matériellement à quoi a servi son argent. Hein, donc, c'est quand même beaucoup mieux. Voilà. Après, ben voilà, pour vraiment déclencher ça, généralement, ça se fait en présentiel. Et comment on le fait en présentiel? Eh ben, c'est souvent en accueillant des gens sur votre lieu, quand vous avez déjà le lieu. Hein. Si vous n'avez pas déjà le lieu, eh ben, c'est en organisant des conférences. Vous organisez des conférences au sein d'associations ou vous trouvez dans des milieux urbains. J'en ai animé une mercredi soir à Lyon, par exemple. Et là, je parlais de tout ça. Et les gens m'ont dit, mais comment on fait pour trouver? Je dis, là, autour de nous, je suis sûr qu'il y a des contributeurs. Et effectivement, 10 minutes après, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il avait vendu son restaurant, qu'il était à la retraite aujourd'hui et qu'il avait 200 ou 300 000 € à mettre dans un projet. Voilà. Donc, comment on en fait? C'est vraiment en parlant de manière non taboue. Voilà quel est notre projet, voilà quels sont les financements, voilà comment on s'organise, voilà comment, à quoi ça contribue.
hein, voilà. Et de parler de cette énergie financière, bien évidemment. Si on a peur d'en parler, c'est sûr qu'on ne va pas attirer les gens qui pourraient le mettre. Si vous êtes gêné, eux vont être gênés de parler. Si vous êtes gêné de dire il nous manque de l'argent, ben eux vont être gênés de dire j'ai cet argent-là. Hein. C'est plutôt voilà, de le dire comme un fait, voilà, et comme quelque chose, c'est pas grave, c'est juste, ça va se réaliser. Voilà. Et Ekoravi, par exemple, il faisait souvent, dans les voilà, au Salon Marjolaine ou Prime Vert, dans différents endroits, il rejouait la décision qu'ils avaient prise de se passer des banques. Hein, voilà, puisque eux, au départ, ils recherchaient des banques pour faire le financement, puis à force de se casser la figure, plutôt que d'être dans la frustration de se dire on n'a pas pu avoir le financement, je leur ai proposé de prendre la décision de se passer des banques. Et donc, ils rejouaient ça. Et du coup, ça montrait que ben, voilà, s'il se passait des banques, ben, pour être cohérent, il faut trouver d'autres modes de financement. Et donc, ces autres modes de financement, ben, c'était de trouver des prêteurs solidaires. Donc, ils disaient devant le public qui était là, ben voilà, on a décidé de trouver plutôt des prêteurs solidaires, de faire appel à leur cœur et d'avoir envie de les accueillir. On a envie de les accueillir parce qu'ils vont aussi nous enrichir non seulement de leur énergie financière, mais c'est des personnes qui vont nous enrichir aussi de ce qu'ils vont apporter de leur humanité, dans leur réflexion, en contribuant sur les chantiers participatifs, ainsi de suite. Eh bien, systématiquement, à la fin, il y avait des gens qui venaient les voir et qui leur disaient, ben voilà, j'ai eu un héritage, j'ai ça, voilà, et je suis prêt à mettre pendant un certain temps cet argent-là. Est-ce que vous avez des questions? Et après, je vais passer à la formalisation juridique. Comment ça se passe? Si vous voulez parler, vous n'hésitez pas, vous prenez la parole parce que je ne peux pas voir ou vous levez la main à la limite de manière. Il y a une petite animation qui permet de lever la main. Ça me permet de le voir, mais si vous levez à l'écran, je ne vois pas tout le monde. Ce soir, je suis en camion. Alors, je devais être avec Dominique bien posé, mais en fait, on avait des rendez-vous dans le Var cet après-midi. Et Dominique est encore à un rendez-vous. Et voilà, j'anime. C'est pour ça que vous voyez un décor de camion, de mon camion qui me permet de parcourir un peu les écolieux. Voilà. Oui, Mika, moi je voudrais rebondir sur ton exemple avec Ecoravi qui allait à Marjolaine ou tout ça. Ouais. Je trouve ça assez inspirant et je me demande comment est-ce ils ont fait quoi? Ils ont fait comme une représentation théâtrale. Ils ont rigolé en se mettant deux canapés quelque part et puis ils ont réinventé la scène. Comment ils ont fait ça? Ben, il a rejoué à chaque instant parce qu'ils n'étaient pas vraiment. La première fois, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'ils n'étaient pas encore vraiment sûrs de leur décision. C'est-à-dire que la réalité qu'ils n'avaient pas eu de financement et un peu sous l'impulsion de mon énergie, ils avaient été conduits à faire cette décision. Ils y avaient consenti, mais je dirais sans y croire véritablement. C'est-à-dire qu'ils se disaient la première fois, mais est-ce que ça va marcher? D'accord? Et donc, ils n'ont pas vraiment joué, en tout cas, ils l'ont joué dans le réel. Et pour même vous dire, c'est qu'à un moment donné, il y avait des désaccords. Et ils ont traité leurs désaccords devant le public. Et c'est ce que les gens ont adoré, en fait. C'est de voir comment ils arrivaient à dépasser un point de désaccord. Voilà. Mais par la suite, après, voilà, c'était de montrer à la fois, voilà, ça leur enlevait, je pense, une tension de dire on va montrer comment on fait, comment on prend une décision par consentement, une GPC,
plus que de demander d'avoir des prêteurs solidaires. Et finalement, oui, comme il parlait de ça aussi, ben, ça a invité les gens à venir les voir pour cela. Voilà. Et souvent, c'était avec quelques chaises, parce qu'ils n'étaient pas tous, hein. Il y en avait 4-5, et ils rejouaient un petit peu cette scène-là, mais c'était jamais les mêmes. Et du coup, ben, la décision était ouverte parce que chacun s'exprimait en fonction de son besoin de clarification, de son besoin de comment il ressentait cette décision-là. Et donc, à chaque fois, c'était différent parce qu'il y avait des personnes différentes. Et puis, ça a évolué dans le temps. C'était un moyen aussi pour eux de voir où c'est qu'ils en étaient par rapport à cela. En disant, ben, le premier coup, ben, ils se disaient, est-ce qu'on va pouvoir trouver? Moi, je m'inquiète de ça. Et puis, 2-3 fois après, alors que ça avait marché, il pouvait dire, ah ben oui, ça a déjà pas mal marché, on a déjà collecté pas mal, on a déjà collecté 300 000 euros, il nous faut encore 1 million, mais j'ai confiance et je pense que ce que nous faisons là, ça nous permet de collecter. Et puis, vers la fin, il pouvait dire, ben, on a déjà collecté près de 1 million d'euros et donc, du coup, comme on a des travaux, on n'est plus dans l'urgence, mais on trouve que c'est agréable de faire ces séances. Donc voilà, c'était pas un texte appris par cœur, c'était pas des comédiens, c'était des gens qui le vivaient en direct devant les gens. Et je crois que c'est cette authenticité-là qui interpellait, voilà, et qui séduisait. Je te rejoins tout à fait parce qu'on a fait cette expérience, mais en invitant des gens dans notre réunion. Et Ouais. effectivement, on a eu des gens qui ont rejoint de cette manière-là. Mais je ne m'imaginais pas pouvoir faire cette réunion dans un endroit public comme ça, effectivement. Et je trouve que l'idée est séduisante. Merci. Merci de t'autoriser en tout cas cette expérience. Voilà. Et puis, Et puis, si tu vois, on a aussi Cécile qui est là ce soir, qui nous a rejoint. Ça, je ouais. le partage avec tout le monde parce que, en fait, elle nous a dit vraiment, Cécile, je te laisserai témoigner si tu as envie, bien sûr, que ça lui avait redonné courage sur ses propres projections, sur ses propres rêves à elle, en se disant, mais en fait, jamais j'aurais pensé que c'était possible de penser comme ça. Je ne me le serais pas autorisé. Et quand nous, on a commencé à lui parler de ce financement participatif, de ce projet, nous, on est sur tout ce que tu viens de dire, la notion d'écosystème avec ne surtout pas être une oasis dans un désert social, parce qu'on est en région d'Île-de-France. Donc, on va être bientôt concerné par ce grand convoi dont tu viens de parler. D'une potentielle crise sociale et tout ça, c'est quand même très palpable dans la région d'Île-de-France. Et je crois qu'à Cécile, ça lui a vraiment redonné cet espoir de se dire c'est possible. Donc, je te rejoins tout à fait, Mika. Merci. Alors, je vais terminer sur les 2 derniers points en un quart d'heure un peu pour vous laisser encore un dernier retour et de boucler au final parce que vraiment à 19h30, on doit vous laisser parce qu'on a encore 1 heure de route là où on nous attend pour manger. Et il faut que je récupère Dominique aussi de l'autre côté. Hein, je suis désolé un petit peu d'achever, de précipiter ça. En tout cas, voilà, le montage juridique, il faut savoir que en France et un peu partout dans le monde occidental, il y a un monopole des banques pour prêter de l'argent. On n'a pas le droit de prêter de l'argent. Voilà. Ce système-là est juridiquement facilement contournable par les comptes courants d'associés. Et la personne qui veut mettre de l'argent à disposition n'est pas un prêteur, c'est-à-dire un créancier extérieur, finalement, mais il va être un contributeur, un associé qui va contribuer dans l'énergie financière. Et donc, il va prendre une part de la coopérative, une part de catégorie B, pour ceux qui ont fait l'accompagnement. Voilà, la catégorie A, c'est pour ceux qui habitent sur le lieu, et c'est eux qui ont le pouvoir effectif, on va dire comme ça, le pouvoir de décision effectif, et ceux de catégorie B n'ont pas un réel pouvoir de décision, mais en tout cas, ils peuvent contribuer à la décision par la GPC
par les décisions par consentement. Et donc, du coup, ils se sentent concernés. Hein, ils n'ont pas prêté de l'argent à quelqu'un d'extérieur, ils ont prêté de l'argent à leur projet, puisqu'ils en sont actionnaires. Pas principal, voilà, ils sont intéressés, non pas impliqués. Hein, c'est la poule et pas le cochon dans l'omelette au lard. Voilà, et donc il y a un contrat d'apport en compte courant d'associés qui permet de définir les conditions essentiellement de retrait de leur argent. Hein, parce qu'on prête que si on sait qu'on peut retirer. Alors la différence là aussi va se faire par rapport à un prêt, c'est qu'un prêt, on le rembourse, chaque mois on rembourse un peu. Et on sait que c'est pour une durée de 5 ans, 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Ici, on est entre personnes consentantes, entre adultes qui décident librement de contribuer à la réalisation d'un projet. Et donc, ça a été un gros débat au départ et en fait, voilà, l'expérience peut vraiment nous montrer que c'est à juste raison. Au plus on enferme les gens dans des conditions et au moins ils sont joyeux de contribuer à d'être enfermés. Hein. Donc là, l'idée, c'est les gens, ils viennent volontairement vous amener cet argent-là. Il ne s'agit pas de leur dire vous êtes coincé pendant 20 ans. Donc en fait, ce qu'on leur dit, c'est à tout moment, vous pouvez demander le remboursement de votre argent. À tout moment. Voilà, il y a cette grande liberté, je dirais, de dire à tout moment. Après, on ne pourra pas forcément tout te rembourser immédiatement. Mais ça, c'est autre chose. D'accord ? Et voilà, on va mettre des conditions de remboursement qui vont être dépendantes du montant. Et ça tombe bien parce que l'expérience nous montre que si une personne prête peu, hein, on va dire 5 ou 10 000 euros, c'est quelqu'un qui a peu d'argent à côté. Et il a besoin d'être assuré en pouvant être remboursé rapidement. Et ça, on va pouvoir le faire par le fonds de réserve. Hein, dans les écolieux, moi, je conseille toujours d'avoir entre 20 et 50 000 euros de réserve. Donc, si une personne prête 5 ou 10 000 euros, eh bien, il peut se dire, bon, si j'en ai besoin, ils vont me le redonner. Et du coup, le fait qu'il ait cette garantie va faire qu'il va le laisser parce qu'il n'est pas en insécurité. Qu'est-ce que font les gens quand ils laissent leur argent en banque? Ils le laissent en banque, ce n'est pas pour faire plaisir aux banquiers. Hein, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de philanthropes parmi vous pour aider les banquiers et leur laisser leur argent. Là, ce qui fait qu'on laisse l'argent en banque, c'est qu'on sait que si on va voir le banquier, il va nous le rembourser immédiatement ou des fois avec des délais. Si c'est sur un plan d'épargne logement ou dans des SICAV monétaires, ce n'est pas toujours immédiatement. Mais en tout cas, on sait qu'on va pouvoir le récupérer. Donc, c'est important pour les petites sommes d'argent de leur promettre un remboursement rapide. Pour ceux qui ont prêté plus, quelqu'un qui a prêté 100 000 euros, 200, 300 000 euros, c'est des cas concrets que j'ai vus, ce sont des personnes qui ont beaucoup plus de ressources financières. Hein, on ne va pas prêter à un écolieu 300 000 euros si on n'a pas de côté, je dirais, au moins 300 000 euros, voire 1 million d'euros de côté. Donc, on n'en a pas besoin de remboursement rapide. Ce qui est important, c'est qu'on ne veut pas le perdre, cet argent-là. Et donc là, il faut rassurer la personne sur le fait que oui, vous allez le rembourser avec peut-être étalé sur 10 ans, mais qu'il n'y a pas de souci de remboursement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des loyers qui rentrent et qui vont permettre de le rembourser. Et que de toute façon, au final, ce qu'il a aidé à financer, c'est un bien immobilier. Et qu'au pire du pire, le bien immobilier pourra se vendre et donc il pourra être remboursé. Ce n'est pas du tout le projet, bien évidemment, du groupe, mais c'est juste pour rassurer les créanciers que vous ne pouvez pas faire faillite
vous pouvez simplement ne pas avoir la disponibilité d'argent pour rembourser. Et puis, le troisième aspect que vous pouvez lui apporter, c'est que vous faites partie d'un réseau d'écolieux où il y a une mutualisation financière. Et ça, c'est un point que je développerai dans une prochaine vidéo et qu'on est en train de mettre en place, c'est que si chaque écolieu met 10 000 € de réserve dans un fonds commun, ben, à raison de une quarantaine d'écolieux aujourd'hui qui sont prêts à contribuer, ben, ça fait 400 000 €. Ben, 400 000 €, ça permet que si à un endroit, il y a une urgence financière, eh ben, cette mutualisation peut aider pour cette urgence financière qui devra bien évidemment être remboursée, mais sur un délai plus long. Voilà. Et donc, la coopération se fait au sein du lieu, à une échelle plus petite, au sein de vous-même, dans vos différentes parties de vous-même, et à un niveau au-dessus, en interconnexion entre les différents lieux. Voilà, c'est la logique fractale. Ce que les scientifiques souhaitent aboutir, c'est-à-dire qu'une loi qui est valable à un niveau inférieur est valable aussi à un niveau supérieur. Voilà, donc ça, c'est l'articulation juridique. Hein. On met en place un contrat qui permet de définir en fait la sortie de ce prêt qui a été fait. Denis ou Emmanuel, plutôt. Oui, j'entends bien ta proposition qui est très belle, mais par exemple, tout à l'heure, tu parlais enfin, tu parlais pas de krach boursier, mais enfin, je veux dire de problématiques où tout le monde va chercher de l'argent en même temps. Donc, si, par exemple, tu as, je sais pas, une dizaine ou une quarantaine ou une cinquantaine de contributeurs qui ont besoin tout à coup de leur argent, là, tu as beau avoir des fonds et être regroupé avec d'autres lieux, avec tes 400 000 €, tu n'iras pas très loin, quoi. Donc, les personnes, tu ne peux pas leur assurer que tu vas pouvoir les rembourser quand ils en ont besoin. Et aujourd'hui, qui peut les rassurer? Ce n'est pas les banques non plus. Puisque c'est non seulement ils ne peuvent pas les rassurer, mais légalement, on leur a dit que les banques pouvaient leur piquer leur pognon. Au-dessus de 100 000. Voilà. Et en dessous de 100 000, il n'y a personne qui garantit qu'ils pourront récupérer leur pognon. Allez demander aux banques américaines ou allemandes, il faut savoir qu'au cours des 10 dernières années, je crois qu'il y a eu 3 banques allemandes qui ont fait faillite. Ils n'ont pas tous récupéré leur argent. Voilà. Donc, voilà, personne ne peut savoir de quoi demain sera fait. Hein, voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que même s'il y a trop de demandes de remboursement, ben, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas être remboursés, ça veut dire simplement qu'ils ne peuvent pas être remboursés immédiatement. Mais dans le temps, du fait que vous allez contribuer par vos loyers au remboursement, du fait que même, à la limite, on va dire, vraiment, c'est plus supportable, eh bien, vous revendez le bien immobilier. Et là, vous remboursez les gens qui vous ont prêté cet argent-là. Voilà, donc, vous pouvez les rassurer complètement par la valeur du bien que vous allez mettre en plus en valeur. Puisque vous allez œuvrer en permanence pour améliorer, entretenir, ainsi de suite, quoi, voilà. Et que voilà, et vous allez enrichir les terres. Voilà, de terres qui pourraient être moyennement cultivables, ben, vous allez en faire un jardin d'Éden, je n'en doute pas. Voilà. Et puis, voilà, c'est tout ça, vous allez donner de la valeur par la richesse humaine. Et quand vous donnez de la richesse humaine sur votre lieu, vous avez beaucoup plus de gens qui ont envie d'y contribuer financièrement.
Et une autre façon de rembourser un financeur extérieur qui part, c'est de rentrer un nouvel investisseur financier qui rentre. Donc, au plus vous l'enrichissez humainement, votre lieu, et au plus vous trouvez de nouveaux financeurs qui garantissent les sortants. À Ikorabi, depuis 10 ans, il y a eu plusieurs dizaines de financeurs qui sont sortis. Et il y en a eu plusieurs dizaines qui sont rentrés. Hein, voilà, et ça se renouvelle. Ok, merci. Mais vraiment, c'est important de bien voir le jeu du temps. C'est pas qu'ils ne seront pas remboursés, c'est que simplement, ils ne seront pas payés immédiatement. Si c'est une grosse somme, voilà, où on cherche à véritablement rassurer, c'est de pouvoir rembourser rapidement les petites sommes. Parce que ceux qui ont mis peu en ont besoin, voilà, de manière vitale. Et donc, ceux-là, on trouvera toujours un moyen de les rembourser. Par contre, celui qui a mis 1 million d'euros dans un projet, il n'a pas besoin d'être assuré d'être remboursé immédiatement. Il a besoin d'être remboursé qu'avec les 1 million d'euros, vous n'êtes pas parti aux Bahamas faire la fête, mais que vous avez investi dans quelque chose de concret et que donc il ne perd pas cet argent-là, il est simplement investi. Hein, celui qui achète un bien immobilier, c'est pour ça qu'il faut faire le parallèle avec les montants. Celui qui met 200 ou 300 000 euros dans un projet, il a déjà fait des investissements immobiliers de 200 ou 300 000 euros. Quand on a acheté un bien immobilier de 200 ou 300 000 euros, c'est pas parce que demain je veux ma liquidité que j'ai mes liquidités. Il faut que je mette à la vente, il faut que quelqu'un le visite, le trouve, qu'on signe un compromis de vente, et puis après le notaire doit faire tout un tas d'éléments, l'acquéreur doit trouver son crédit, puis des fois il n'a pas, la vente se casse, donc il faut repartir. Et puis même si ça se fait, voilà, c'est peut-être 9 mois après qu'il touche son argent, entre le moment où il veut son argent où il le touche. Donc voilà, la pression n'est pas sur l'immédiateté, mais le fait de pouvoir récupérer son argent à un moment donné. Voilà. Et donc d'être confiant complet, de le rassurer, la personne, si c'est un petit prêteur, sur le fait que oui, vous le rembourserez dans la semaine de sa demande ou dans les 15 jours, peu importe, voilà, là c'est acceptable. Jusqu'à 1 mois, les petits prêteurs sont tout à fait OK. Parce qu'aujourd'hui, quand vous retirez, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais quand vous faites un chèque de 100 000 euros sur votre compte bancaire, eh bien souvent, il faut presque 1 mois, voire jusqu'à 3 mois, pour que la banque accepte de les décaisser. Hein, il y a de plus en plus de personnes qui sont surprises de ça, mais je peux vous assurer que c'est arrivé de nombreuses fois, surtout les gens de la Poste. Si vous faites 100 000 euros à votre société coopérative, hein, par exemple, ben la Poste va vous convoquer en vous disant mais ces 100 000 euros, vous avez trouvé un meilleur placement, mais on peut vous proposer d'autres placements, on peut faire des choses. Et puis, à qui vous avez prêté parce qu'il faut qu'on remplisse un questionnaire pour donner aux autorités à qui vous allez le donner. Et puis, maintenant que vous avez ces 100 000 euros, vous faites d'où ça venait, parce qu'on est obligé aujourd'hui maintenant de renseigner pour savoir si ce n'était pas de l'argent de la drogue, de la prostitution, ainsi de suite. Voilà. En France, il faut savoir que si vous avez des milliards, vous pouvez faire ce que vous voulez de vos milliards. Mais si vous avez une centaine de milliers d'euros, ben là, il faut que vous soyez surveillé, fiché, de savoir d'où vient cet argent et d'où et à quoi vous l'utilisez. Hein, voilà. Et donc, des fois, ça prend 1 à 3 mois de procédure. Donc, voilà, au niveau juridique, donc, il y a un contrat d'apport en compte courant. Il y a un élément qui a changé depuis 10 ans que voilà, je professe, j'allais dire un peu, les contributeurs solidaires, c'est que tant que l'inflation est inférieure à 2% et que les placements auxquels les gens peuvent aspirer de manière sécurisée est inférieur à 1%, les prêteurs solidaires
sont prêts à ne pas demander d'indexation ou d'intérêt. Je dirais, s'ils le demandent, c'est qu'ils ont mal compris le sujet. S'ils le demandent, c'est qu'ils n'ont pas compris que c'était pour contribuer à un projet qui leur fait plaisir. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de leur expliquer bien cet élément-là. Ponctuellement, parfois, Ecoravi aussi, quand il y avait une petite rareté, il pouvait donner un petit intérêt. Mais bon, je dirais que ce n'était pas la motivation de la personne. Et souvent, généralement, la personne même l'abandonnait et ne le prenait pas. Par contre, ce que je peux observer, c'est aujourd'hui, et ça fait 1 an que je le dis, l'inflation repart. Et contrairement à ce que disait la Banque européenne par l'intermédiaire de Christine Lagarde, ce n'était pas une inflation faible et pour une courte durée, mais c'est une inflation qui grandit de mois en mois et qui va se durer dans le temps. Parce qu'il y a tout un tas de choses qui fait que voilà, c'est obligé. Et ce n'est pas d'être devin que de l'annoncer. Aujourd'hui, vous prenez des revues comme Les Échos ou La Tribune, vous avez de nombreux articles qui vous expliquent pourquoi. Hein, et presque chaque semaine, il y a des articles là-dessus. Mais aujourd'hui, vous avez même depuis le début de l'année, il y a des magazines, des journaux comme Le Monde ou Le Figaro qui également se font l'écho de cette hausse de l'inflation, de la hausse des taux d'intérêt, ainsi de suite. Et ce qui est sûr, c'est que si l'inflation dépasse les 5%, les contributeurs, soit ils partiront, soit ils vous exigeront une indexation. Et ce qui fait, c'est pour ça que je vous disais que d'avoir recours à un crédit bancaire aujourd'hui, c'est intéressant. Aujourd'hui, vous pouvez emprunter pour 1,5% sur 20 ans. Et ça veut dire que vous allez emprunter à taux négatif, dans le sens où s'il y a une échéance de 1 500 € aujourd'hui, qui correspond à un SMIC, dans 20 ans, 1 500 €, ça sera un quart de SMIC, peut-être même un dixième de SMIC. Donc, ça ne représentera plus rien. Et ce qui fait que le taux d'intérêt, en fait, n'a pas surenchéri parce que vous avez payé après avec une monnaie qui avait beaucoup moins de valeur. Et donc, ça vous coûtera moins cher d'avoir emprunté. Et en tout cas, la banque, c'est un prêteur qui est fiable parce que si c'est engagé sur 20 ans, il reste sur 20 ans. Et si c'est engagé sur le taux de 1,5%, ben, il reste à un taux de 1,5%. Alors que les prêteurs, si ils vous ont prêté à 0 au départ, ben, si l'inflation est à 5%, ils vous réclameront au moins 3%, 3-4%. Et du coup, là, ça va vous coûter beaucoup plus cher que la banque. Et si l'inflation venait dans 5 ou 6 ans à être à 10%, eh bien, les prêteurs solidaires, pour rester, vont vous demander au moins du 8 ou 9%. Vous vous rendez compte par rapport à 1,5 ? À 1,5, vous n'avez aucun risque, vous prenez aucun risque sur le coût du prêt. Voilà. Donc, aujourd'hui, les prêteurs solidaires, je ne conseille pas que ce soit la seule source de financement. Et on prévoit aujourd'hui des clauses d'indexation qui prévoient malgré tout que le contributeur financier accepte de perdre 1 ou 2%. Pour moi, c'est un gage de fiabilité du prêteur solidaire que vous avez. Parce que c'est un prêteur solidaire qui a compris que ça avait du sens de mettre son argent dans votre projet et qu'il le faisait pour lui-même et qu'il était prêt donc à perdre un petit peu, mais pas entièrement, et ça peut se comprendre, pas de perdre toute l'inflation et que quand il retire, ben lui-même, il vous a donné 100 000 €, mais quand vous lui restituez ces 100 000 € quelques années après, ça n'a plus la valeur de 100 000 €. Il peut même plus s'acheter une voiture quoi, avec ces 100 000 €. Hein, l'inflation, ça veut dire ça. Voilà.
il y a Claire qui nous quitte et moi qui arrive à mon temps limite. Donc, ce que j'aimerais, c'est voilà, de boucler et quand vous faites votre bouclage pour savoir si ce qui vous a été dit vous a été fructueux, j'aimerais que vous puissiez donner une pépite de ce que vous avez eu ce soir, parce que ça permet de dire aux autres, ah oui, tiens, il y a ça d'intéressant, et donc qui le voient. Et puis, vous pouvez me poser une dernière question si vous en avez le goût. Je vous propose de faire cela en popcorn, c'est-à-dire celui qui veut intervenir, il reprend son micro et il indique. Kylian, est-ce que tu veux intervenir comme tu n'as pas pu te présenter au démarrage? Oui, bien volontiers, parce que je n'avais pas de son au démarrage. Je suis resté 10 minutes à articuler, mais moi, je n'entendais rien. Donc, j'ai raté toute cette phase de début. Je fais partie là, de l'écolieu Routard en Dordogne. Et aujourd'hui, on a eu une magnifique journée qui illustre ton propos, Mika. Il y a 2 personnes qui sont venues nous visiter. Elles étaient là depuis hier, elles repartent demain. Elles nous ont fait un retour extraordinaire dans la joie. Vraiment, c'est ça qui est passé, quoi. C'est l'humain qui est passé. Bien sûr, à la fin, là, tout à l'heure, on s'est retrouvés, ils nous ont posé des questions sur les financières, des choses comme ça, mais voilà, c'est ce qu'on a vécu ensemble qui a été magnifique, quoi. Et donc, voilà, on est quand même, on a gardé l'option possibilité de la banque, bien sûr, mais on continue sur les contributeurs solidaires. Alors, j'apprécie effectivement de plutôt prendre contributeur solidaire plutôt que prêteur. Le terme me paraît beaucoup plus approprié et parce que c'est de l'implication humaine en même temps. Et c'est ça qui fait que ça va dépasser et que ça dépasse le cadre de chacun des groupes, quoi. Voilà. Et puis le fait, c'était une des questions que je voulais poser plus tard, mais il me semble que tu y as répondu, le fait de faire des contrats quasi individuels. Au lieu d'avoir un pacte global où tout est expliqué, tout est prévu et qui est rébarbatif à lire, à comprendre, etc., d'avoir pour chacun un contrat qui prend en compte ses données propres. Voilà. Bon, ben, merci bien pour tout ça. Vraiment encore, on continue, nous, dans cette même lignée et ça nous encourage de voir qu'on partage ça. Et bon, bonne soirée à tous. Et puis bon, donc, Routard en Dordogne nous sommes en phase de pré-construction. Nous avons déjà le permis de construire et nous sommes dans les contacts des entreprises et des artisans. Superbe. Merci. À bientôt. Oui. Laurent, au hasard. Je vous souhaite quand même un bon apéro, parce que c'est un apéro Zoom, donc. Non, c'était très intéressant. Bon, il va falloir un commercial pour aller chercher les contributeurs. Je ne suis pas très commercial, donc ça va être compliqué, mais on va y arriver entre tous. Mais c'est vrai que l'histoire de l'inflation qui est en train de se profiler, là, ça pose des problèmes sur les futurs contributeurs. Voilà. Mais bon, on a bon espoir. Et moi, j'ai bon espoir. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Merci, Laurent. Emmanuel et Denis, si vous voulez bien. Oui, alors moi, je voulais te remercier. Et puis, moi, la pépite que je retire là, c'est une idée sur le voisinage. Parce qu'en fait, nous, dans notre projet, on a pas mal de gens autour de ce lieu qui nous regardent avec beaucoup de sympathie, qui nous disent « Ah ouais, voudrait bien, mais ah ben non, mais là, ça va pas assez vite pour nous. » Mais
ah, mais là, on est un peu trop vieux, etc. etc. Donc, il y a plein d'arguments tout à fait recevables. Hein. Mais du coup, ça me fait penser, OK, ils sont autour et on va vivre, ils nous ont déjà dit, on va contribuer, on n'est pas loin, on va faire voilà, on va être dans votre projet, mais pas exactement à l'intérieur, mais juste à côté, quoi. Et je me dis que ça peut être des gens aussi à qui on peut s'adresser très naturellement en leur disant, voilà, super, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, sachant qu'ils auront des retours, alors là, direct, parce qu'ils viendront régulièrement à nos fêtes et ils viendront voilà, faire paître leurs moutons sur notre terrain, etc., etc. Il y a plein d'opportunités de faire des choses sympas ensemble. Donc voilà, merci pour cette idée-là qui m'est venue quand tu as parlé de voisinage et puis de gens qu'on ne peut pas loger, mais qu'on peut quand même accueillir. Super. Voilà, merci aussi pour voilà, ce dont tu as parlé. Moi, ça fait plusieurs fois que je t'écoute sur ce sujet, mais j'ai besoin de me l'entendre répéter parce que je pars de l'idée, comment dire, de l'idée d'avoir l'impression d'aller quémander et à force d'entendre tes arguments, etc., ça mûrit et voilà, peut-être que bientôt, je vais être prête à aller demander aux gens. Voilà. Je voudrais vraiment dire quelque chose là-dessus, un témoignage vécu, quoi. Hein. C'est qu'en fait, vous quémandez pas, vous libérez les gens. Je peux vous dire que j'ai eu des gens qui m'ont fait des chèques de 200 000 € pour contribuer à des écolieux en me disant merci, en me prenant dans leurs bras. Parce que ça les libérait. Une personne, 250 000 €, il avait vendu un bien immobilier, mais il ne voulait pas que ça aille sur son compte bancaire. Il avait envie de directement l'investir sur un écolieu. Voilà. C'est des services qu'on leur rend. C'est des services à ce moment-là parce qu'ils ont un souci financier et après, c'est parce qu'ils découvrent un monde merveilleux. Voilà. Un monde merveilleux. Bon, voilà, il y a ses hauts et ses bas, hein, mais en tout cas, souvent, ça prend sens véritablement pour eux parce qu'ils découvrent une autre façon de faire. Voilà. Et vraiment, vous leur rendez service. Ok, merci. Lolo, des Transalpins. Ouais, et merci. Moi, c'est un peu comme Emmanuel, je t'ai entendu plein de fois, mais pareil, j'ai besoin d'entendre pour digérer, le faire mûrir et tout ça. Je retiendrai une phrase que je pense que je vais remettre dans le diapo pour les élus, qui est fertiliser une résilience locale. Vraiment, ça, on va le retrouver dans le diaporama pour les élus. Alors, merci encore. Si tu fais un diaporama, on est toujours intéressé de contribuer. Ouais. Si tu veux, et en le partageant, si quelqu'un se retrouve un peu dans la même situation, on peut lui partager aussi pour qu'il adapte, tu vois. Ouais. Ça sert aussi de ressources et de banques de données. Et inversement, on pourra te reverser des dossiers que l'on a fait plus particulièrement et qui sont des bels exemples qui peuvent t'aider à structurer. Ouais, j'ai mis un diaporama dans le dossier groupe sur l'accompagnement CIRCO, mais là, on va le retravailler, c'est l'ancien diaporama. Mais j'y mets, je mets plein de trucs sur le dossier groupe. Tu vois avec CIRCO, et voilà. Mais l'idée, c'est de coopérer tous ensemble. Si quelqu'un fait quelque chose de bien, à quoi ça sert qu'il ne garde que pour lui? Ça rentre pas en concurrence que ce soit fait en Bretagne le même dossier, quoi, je dirais. Hein, voilà. Ou quelques idées du dossier, vraisemblablement. Voilà. Et inversement, ça peut être contribué. Merci en tout cas. Merci. Est-ce que Olivier et puis après Cécile? Cécile? Olivier, c'est bon. Merci, oui. En fait, c'est l'importance du sens du projet. C'est ça que je note en particulier, parce qu'on a défini notre raison d'être,
mais qui paraît très générique. Et ce que je retiens, c'est ça, c'est quand le lieu sera vraiment précis avec qui il y est, quel sens on y donne exactement pour du coup, effectivement, solliciter des prêteurs solidaires. Voilà, merci. Il faut que ces raisons d'être ne soient pas creuses. Moi, je vois trop des raisons d'être, des fois, qui sont creux, qui sont les mêmes, qui pourraient être de partout. Et qu'est-ce qui vous caractérise, quoi, véritablement? Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de vivre? Voilà, et que ça parle, voilà, sur les raisons d'être. Mais là, il y a tout un travail qui est merveilleux à faire. J'adore faire les raisons d'être. Mais voilà, on ne pourra pas en parler, mais vraiment super que vous preniez conscience déjà de travailler là-dessus. Est-ce que Cécile ou Robert veulent bien prendre la suite? Oui, Cécile? Merci beaucoup pour cette soirée. C'était vraiment très riche d'enseignements. Moi, je dirais que ma pépite, c'est vraiment l'approche par rapport aux prêteurs solidaires. Parce que là, le projet dans lequel je m'investis avec Anna, et c'est vraiment un projet riche de sens. Et du coup, ça va nous permettre vraiment de savoir comment approcher les prêteurs solidaires et de penser aussi de faire une partie banque, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Vraiment, aujourd'hui, je vous le conseille. Alors que je ne le faisais pas depuis 10 ans, hein, mais il faut savoir Oui. changer en fonction des circonstances. Voilà. Exactement. Et encore merci beaucoup. Bonne soirée. Robert? Bonne soirée. Merci, moi aussi j'ai entendu quelques fois sur ce sujet. Là, ça m'a fait, j'ai entendu le premier titre, un beau projet, et ensuite, deuxième partie, communiquer. Et ça a fait surgir la question, quel est le plan de communication pour des contributeurs solidaires? Alors, j'ai noté, au passage, j'ai noté les idées. Après la présentation du projet, un beau projet, donc, une équipe enthousiasmante, un projet sérieux, un besoin de transparence, c'est-à-dire les besoins qui sont exprimés de façon très, très claire. Et ensuite, pour finir, toutes les garanties, toutes les sources de garanties que peut trouver le prêteur s'il a des inquiétudes. Voilà ce qui a été ma perle pour moi. Ah ben, super. Alors, je le résumerai de rayonner la joie créatrice. Parce que si vous rayonnez cette joie, ben, vous voyez, vous faites un repas entre amis, un repas de famille. Et les gens, ben, de vous voir heureux de ce projet-là, ils vont vous questionner. Et en vous questionnant, autant c'est beaucoup plus proche de vous que vous allez trouver ces fonds-là. Beaucoup plus proche que ce que vous croyez. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des conférences de 10 000 personnes et de passer de la publicité sur TF1. Voilà. Déjà de votre entourage, vous allez trouver. Voilà. Ou dans les associations que vous êtes, ou voilà. Au plus vous allez vous impliquer, et au plus on est joyeux, au plus on a envie de communiquer cette joie. Voilà. Et ça vous donne cette facilité d'en parler, et les gens vont le percevoir. Un grand merci à vous tous. Je suis désolé de vous quitter si vite. Et donc, voilà, je vous demanderai de raccrocher pour pouvoir enregistrer la vidéo. D'ailleurs, je vais la stopper